En fait, moi j'habite de base en Alsace à Colmar et du coup pour aller à Londres, je devais prendre 3 trains. Donc, je vais faire Colmar, Strasbourg, Strasbourg, Paris, Paris, Londres. Le jour J de venir, j'avais pris tous mes billets, tout était carré, tempête de neige. Et là, le lendemain, je réessaye et là, ça passe. Donc, j'arrive jusqu'à Strasbourg. Strasbourg, il y a ma correspondance pour aller jusqu'à Paris. Donc, je prends le train de Strasbourg, c'est bon, ça passe. Et là, milieu de voie, milieu du trajet, le train il s'arrête. En pleine forêt. Et en fait, coupure d'électricité, il y a un câble qui avait été coupé. Du coup, le train ne pouvait plus avancer. On est resté 6 ou 7 heures dans le train à attendre sans électricité, en ayant des couvertures de survie. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et surtout cette intro. Cette vidéo, elle est publiée exceptionnellement sur la chaîne YouTube dans le cadre du podcast Le Déclic que j'ai lancé très récemment. Et il y a certaines vidéos que j'avais envie et aussi les possibilités de vous faire en vidéo, enfin certains podcasts en vidéo, de façon à pouvoir avoir la vidéo et c'est parfois aussi beaucoup plus agréable d'avoir l'image en plus du son, même si le podcast, lui, sera quasi intégralement uniquement à l'audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc si ce n'est pas encore le cas, allez sur ces plateformes-là, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous plaît bien sûr. Et on va tout de suite démarrer sur le podcast dès maintenant. Ok Cédric, ça fait super plaisir d'être ici avec toi. Partagé. On se connaît plutôt bien, on échange quasi au quotidien. On est même ici à Bali ensemble dans le cadre de vacances, travail, etc. On va pouvoir échanger là pendant à peu près 1 heure sur différents éléments d'ordre perso, d'ordre professionnel. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de passage à l'action, on va parler de qui tu es, de ce que tu fais, de qu'est-ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui, l'évolution énorme, je t'en parlais encore hier d'ailleurs, de la personne que tu es en tant qu'entrepreneur et même en tant qu'individu sur ces 12-18 derniers mois. Ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on se connaît et qu'on bosse ensemble. Exact. Et 1 an et demi, ça passe vite, hein, ça passe vite. Et j'avais envie aujourd'hui de t'avoir sur le podcast, Le Déclic. C'est assez rare que j'ai cette envie d'échanger, d'interviewer sur le podcast avec des entrepreneurs qui ont, quelques années d'expérience seulement ou autre. Mais pourquoi je le fais aujourd'hui? Pour plusieurs raisons, comme ça donne du contexte à ceux qui nous écoutent. La première, c'est que pour moi, tu es largement autant, voire plus légitime que certains entrepreneurs qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, de par ta réflexion, de par ta maturité, de par ce que tu as mis en place, la structuration que tu as mis en place dans tes différentes structures. La seconde raison, c'est que le temps comme l'âge ne veut pas dire grand-chose parfois. Sur beaucoup d'individus, je l'ai constaté et je l'ai vu et du coup, je sais que tu as énormément à partager. Et un autre aspect, c'est que tu incarnes parfaitement aussi bon nombre de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui font partie de la communauté que j'ai constituée ces dernières années et qu'on continue aujourd'hui encore à constituer. Et tu es vraiment un message, on va dire, d'espoir, d'inspiration pour eux. Parce que tu as démarré de zéro il y a seulement quelques années finalement et tu as fait tout ce petit bout de chemin justement qui te mène aujourd'hui à avoir une belle structure, une belle agence, pouvoir accompagner des clients avec satisfaction, générer un très beau chiffre d'affaires, avoir plusieurs dizaines de collaborateurs finalement qui travaillent dans ces structures et faire de très belles choses. Tout l'honneur est pour moi. Déjà, félicitations pour le lancement de ton podcast. C'est vrai que c'est quelque chose que tu m'en parles depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Et j'ai hâte de voir l'ampleur que ça va avoir. Et très honoré aussi d'être le premier à passer sur ce podcast. En vidéo, exact. Le premier à passer en vidéo sur le podcast. Et je pense qu'ils ne seront pas nombreux. Je pense qu'on va faire 4-5 vidéos. Et sinon, également uniquement au format audio, si vous nous écoutez sur les plateformes audio, bien sûr. Cédric, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux rapidement te présenter et puis ensuite on rentrera plus en profondeur? Moi, c'est Cédric de Saint-Jean, aussi connu sous le nom de Cédric Numadeo. Pourquoi? Parce que j'ai lancé l'agence Numadeo il y a à peu près 1 an et demi. Avant de ça, j'étais freelance, monteur vidéo, page de web, graphiste, je faisais un peu de tout et n'importe quoi dans la prestation de service. Du coup, début février 2021, j'ai lancé Numadeo.
vidéo, donc qui est une agence qui accompagne les entrepreneurs, les business, les startups à se développer sur les réseaux sociaux de façon strictement organique. Donc on ne fait pas du tout de pub. Donc on agit uniquement sur de la prod, de la stratégie marketing inbound, du montage, voilà, tout ce qui englobe aujourd'hui la croissance sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube. Excellent. Première question, qu'est-ce qui fait que tu as choisi spécifiquement la vidéo plutôt que, par exemple, tu disais, voilà, je faisais plein de choses, etc., plutôt que le copywriting, les tunnels de vente, la publicité ou des choses comme ça? Ouais. L'histoire est assez folle. En fait, j'ai aucune étude dans tout ce qui est vidéo. J'ai fait un bac ES, après DUT Tech Deco, donc dans tout ce qui est marketing, vente, commerce assez général. Tout en alternance, après une licence marketing, et j'ai commencé un master que j'ai arrêté en cours de route. Et en fait, à l'époque, je faisais des montages vidéo pour une chaîne YouTube que j'avais lancée sur le bodybuilding. Parce qu'avant, j'étais food bodybuilding, mais là, c'est plus trop le cas. Et du coup, en fait, je prenais des vidéos de stars internationales, je faisais des compiles en mettant des effets, des musiques et tout, et je les publiais. Et ça faisait 100 000, 200 000 vues, juste en faisant des vidéos de motivation sur le bodybuilding. Presque toutes mes vidéos ont été strike pour copywriting. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à toucher mes premiers logiciels de montage sur un MacBook Air de 2015 qui normalement est censé faire tourner Word, tu vois. Donc avec un logiciel craqué aussi également. Donc vraiment, j'avais rien du tout. J'avais une connexion ADSL chez mes parents. J'étais en pleine campagne, ça marchait quand même. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand on veut, on peut, hein, encore une fois. Exactement. C'est comme ça que j'ai commencé à toucher au logiciel de montage. Et en fait, j'étais déjà à l'époque axé entrepreneuriat parce qu'en fait, mon travail en alternance ne me plaisait pas. Et du coup, je cherchais une porte de sortie, voir qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie. Et je regardais notamment beaucoup Franck Nicolas. Et du coup, je regardais ses vidéos, j'étais là dans mon lit comme ça, c'est trop stylé, je vais faire ça. Et en fait, du coup, ça m'a amené à aller dans des groupes Facebook d'entrepreneurs. Et là, dans un groupe Facebook d'entrepreneurs, il y a quelqu'un qui a mis une annonce, je cherche un monteur vidéo. J'ai dit, vas-y, je touche un peu le montage vidéo, je vais lui proposer. Et on a fait un test, ça s'est bien passé. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir mes premières missions. Pour travailler avec lui, il fallait que je me déclare freelance. Du coup, j'ai fait les déclarations, j'ai ouvert ma première entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Et j'ai touché mes premiers 30 euros, 50 euros, 100 euros par mois en faisant des petits montages pour des infopreneurs sur YouTube. Ok, d'accord. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 19 ans. Ok. Le but de ce podcast aussi, c'est d'identifier et de créer des déclics pour celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait prendre conscience finalement que ce n'était pas ce que tu voulais, que d'être justement dans ce cocon, dans ce cadre qui est un cadre, le cadre salarial ou le cadre traditionnel, appelons ça comme on veut, mais qu'on puisse identifier aussi les patterns qu'il y avait chez toi et qui t'ont fait prendre ces décisions? Alors si ça peut rassurer beaucoup de personnes, je suis une personne tout à fait normale. J'étais pas un cancre à l'école, j'étais normal à l'école, j'avais 13 de moyenne, truc comme ça, sans trop bosser, en bossant un peu de temps à autre. J'étais pas un grand mec populaire en mode voilà, tout le monde veut squatter avec moi tout le temps. Non, j'étais un mec très timide, très lambda. Également, timide, très timide. Pour dire, j'osais pas prendre rendez-vous chez le coiffeur par téléphone à 18 ans. Donc c'est pour dire. Et moi, le mec qui n'ose pas prendre rendez-vous chez le coiffeur, tu me mets dans un poste de téléprospection en alternance. D'où le fait que j'aimais pas mon job. Mais à contrario, ce poste-là m'a permis de débloquer beaucoup de choses et du coup de prendre confiance en moi quant à la prise de parole, etc. Et surtout aussi en même temps, j'étais à fond du coup dans le bodybuilding et ça m'a aussi permis de me sentir mieux dans mon corps. J'ai pris 20 kilos en 3 ans et ça a aussi joué beaucoup sur le mental. Donc voilà, et par rapport à l'entrepreneuriat, en fait, c'était juste que je ne me sentais pas à ma place dans le salariat. En fait, je me disais, en fait, toutes les heures que je passe sur le business de quelqu'un d'autre, si je mettais ce même effort, ces mêmes mises en place sur quelque chose que moi je pourrais construire, ça pourrait faire tellement plus. Et c'est difficile à expliquer, mais tu vois, du coup, grâce à ça, tu as testé des petits trucs. J'ai testé le dropshipping, j'ai testé les petits business, PayPal, machin, enfin plein de trucs. Et c'est ça qui m'a permis, par la suite, de fil en aiguille, de faire mes premiers euros, comme je t'ai raconté, grâce au montage vidéo. Mais il n'y a pas vraiment de pattern en mode, je sais pas, il y a une histoire de ouf qui m'est arrivée quand j'étais petit, en mode j'ai perdu un proche ou je me faisais victimiser ou des trucs comme ça. Non,
tout à fait normal comme je vous ai dit. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant, c'est que souvent, les entrepreneurs qui passent sur des podcasts ou qui racontent leur histoire, eh ben, ils sont entrepreneurs parce qu'il y a eu un gros truc dans leur vie. Et du coup, ça met à l'écart toutes les personnes normales qui veulent aussi, elles, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ça existe aussi, les personnes normales, je mets des guillemets, hein, c'est péjoratif, enfin, c'est pas péjoratif, c'est subjectif. Mais effectivement, moi, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur si derrière, il y a l'envie, la mentalité et surtout la discipline pour l'être. Ouais. C'est comme, en fait, entrepreneur, c'est comme bodybuilder. Si tu es focus et que tu te butes et que tu es super strict dans ce que tu vas faire, dans l'alimentation, dans tes entraînements, dans ton sommeil, etc., ben, tu vas être performant. L'entrepreneuriat, c'est pareil, si tu es super focus dans ta formation, dans la mise en application de tes formations, dans le networking, etc., ben, tout ça, ça va te permettre de créer soit le corps que tu veux, soit le business que tu veux. Très intéressant, je peux que confirmer, je peux que valider ça. Surtout, je souligne le fait que c'est très bien ton discours parce que ça doit donner l'envie, la motivation aussi à des gens qui peut-être, comme tu le dis, il y a souvent du storytelling. Et le storytelling, c'est quoi? C'est tout simplement l'art de raconter une belle histoire avec des éléments qui sont avérés vrais, mais il y a une façon de raconter qui est, si tu veux, différente. Tu vas embellir les angles. Tu vois, c'est comme dans un film, c'est comme dans un conte de fées, c'est comme à Disney. On pourrait raconter la même histoire de façon totalement différente, mais le scénario ne serait pas le même et du coup, il n'y aurait pas cette petite magie. C'est pareil finalement. Et quand tu saupoudres justement une histoire tout à fait banale de storytelling, ça rend quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut savoir, il faut prendre conscience que des fois c'est du marketing, des fois c'est aussi justement pour un travail d'identification avec un persona cible qui est un prospect, qui est un potentiel client pour l'individu qui va faire ce contenu sur Internet. Et le fait que toi tu reviennes et que tu mettes l'église au milieu du village et que tu dis calmos, les amis, vous inquiétez pas, même si selon vous en tout cas aujourd'hui vous avez une histoire qui est totalement traditionnelle, vous pouvez aussi entreprendre, vous pouvez aussi réussir et c'est très important. Un autre point, tu parlais justement de formation, dont les éléments qui permettent à un individu, outre la discipline, de réussir et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc là, ça fait effectivement 1 an et demi, 2 ans que l'on se connaît, qu'on travaille ensemble, d'ailleurs d'une façon assez anodine finalement, parce qu'on a failli jamais se rencontrer. Hein. Donc on en parlera peut-être après et ça a débouché à plein de choses, ça a même débouché à Numadeo finalement, donc c'est assez drôle, mais voilà, je t'ai vu énormément évoluer pendant ces 1 an et demi, donc je sais en partie à quoi c'est lié. Mais avant ça, quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu trouves ton premier client à 30 euros, 50 euros, etc., tu démarres sur une page blanche. Tu ne sais rien de l'entrepreneuriat, tu sais pas, tu dois te déclarer, ok, comment je fais pour me déclarer? Je tape sur Google. Comment tu t'es formé? Comment tu as évolué? Tu as fait tes premiers pas dans tout ça? Alors moi, je suis le cas qui va à contre-courant de ce que tout le monde peut dire par rapport à l'information. C'est qu'en fait, beaucoup d'infopreneurs, entrepreneurs disent qu'il faut énormément se former avant de se lancer. Moi, j'ai fait l'inverse. Je me suis lancé et après, je me suis formé. Et je pense qu'il y a une phrase très très importante qu'un de nos clients, Anthony Bourbon, dit, que j'aime beaucoup, qui est « l'action amène la stratégie et pas l'inverse ». Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez quelque chose que vous voulez lancer, que ce soit dans n'importe quel domaine, prestation de services, e-commerce, NFT, crypto, peu importe, d'abord lancez-vous, faites votre première vente, après on verra. Parce que si vous passez 6 mois, 10 mois à juste vous former, à apprendre, à avoir que de la théorie, à faire votre business plan, créer votre formation, machin, si à la fin vous n'arrivez pas à la vendre, vous avez perdu 10 mois de votre temps à rien faire. Ouais. Et du coup, moi je pense qu'il faut d'abord créer un MVP, donc un minimum viable product, qui peut être créé après la vente plutôt que de se casser la tête à créer quelque chose. Là, en ce moment, je travaille sur un nouveau projet et c'est exactement la stratégie que j'ai opérée. J'ai créé un MVP avant de lancer les ventes, donc un truc vraiment de base où je suis sûr que je peux délivrer dans les premières semaines. Par contre, la suite, je vais le construire en même temps que je fais les ventes. Et j'ai d'abord validé ce MVP en faisant 1, 2, 3 ventes pour être certain que c'est quelque chose qui répond à une problématique sur le marché et qui peut intéresser les personnes. Et en plus de ça, la qualité, c'est que vous n'allez pas faire un produit dont vous avez envie, mais un produit dont votre cible et votre audience a envie. Et a besoin surtout. Et du coup, ça fait qu'au lieu de passer des centaines d'heures à créer le produit et au final, ça ne répond pas aux besoins de mon marché,
Et ben, je vais créer le produit avec mon marché en même temps en posant des questions au fur et à mesure de l'accompagnement ou de l'expérience client pour adapter ce produit-là et faire en sorte qu'il réponde parfaitement aux besoins du marché et ce qui va aussi permettre par la suite de décupler, avoir un nombre multiplicateur énorme sur mes ventes parce que ça va directement fitter avec les problématiques du marché et surtout ça va tailler, préciser le persona type, la cible que tu veux atteindre et du coup ça va te permettre, comme dit, de convertir beaucoup mieux. Donc effectivement moi dans mon parcours j'ai d'abord fait du montage vidéo et en plus même sur le montage vidéo d'une compétence opérationnelle, je me formais en même temps. Je ne savais pas faire des titres, je ne savais pas faire des intros YouTube et moi j'ai quand même eu mon premier client et pendant que j'ai eu mon premier client, je me formais pour faire les petits assets qu'ils me demandaient mais je ne savais pas le faire avant. Okay. Et donc je faisais ça au fur et à mesure et au fur et à mesure j'ai pris des compétences, soit je sais pas, la colorimétrie, les sound effects, des choses comme ça, ça s'est venu au fur et à mesure et c'est pas d'abord je me forme et je suis un boss du filmmaking et du montage et je trouve mes clients, non ça se fait en même temps. Donc je pense que c'est important de vraiment d'abord tester, essayer de trouver son premier client, ça c'est le plus important et après perfectionner son expertise, son expérience client. Et sinon, côté business, au niveau des formations, pareil, je ne suis pas un très bon exemple. Je n'ai pas acheté énormément de formations. Donc ouais, jusqu'au moment où je devais lancer l'agence Numadeo, je n'avais pas pris de formation business ou quoi. C'était vraiment qu'en autodiscipline. Et au moment où j'ai lancé Numadeo et où on s'est rencontrés, j'ai pu prendre tes formations, que ce soit à l'époque le consultant ou maintenant entrepreneur.com. Et du coup, ça m'a permis de surtout tailler mes compétences business et sortir des compétences de l'opérationnel pour prendre la casquette du CEO et non du monteur vidéo. Ok, et du coup, par rapport à tous ces éléments très intéressants, d'aller vraiment à contre-courant de ce qui se fait, de ce qui se dit, je suis tout à fait d'accord. Et pour un exemple concret, moi-même à l'époque, lorsque j'ai lancé mon tout premier produit en ligne, c'était autour des marchés financiers, du trading. Je voulais aider les gens non pas à gagner de l'argent, mais à ne plus en perdre. Et finalement, c'est pas sexy, tu vois. Les gens, ils sont là pour en gagner. Ils s'en fichent du message de non, mais de toute façon, d'abord, tu vas en perdre, donc apprends à ne plus en perdre, etc. J'avais développé ça pendant 9 mois et personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Même quand on l'avait mis gratuit, on a eu 200 inscrits qui n'étaient pas qualifiés. C'était n'importe quoi. Donc je rejoins totalement et j'encourage même à faire ça. Et comme on dit souvent, fait est mieux que parfait. Donc c'est capital. Et il y a eu, en tout cas moi c'est le sentiment que j'en ai parce que pour la petite histoire du coup, je travaillais pendant très longtemps avec un de tes associés, Alexandre, dans le cadre de la vidéo, etc. Il m'avait suivi dans plein de pays, à plein d'endroits pour faire des vlogs ou même des vidéos traditionnelles, des ads, enfin bref, beaucoup de vidéos. Et je l'avais aussi indirectement recommandé à pas mal de personnes qui gravitaient autour de moi ou qui étaient nos clients ou qui le sont encore d'ailleurs. Et vient justement 2020 où on fait l'acquisition de entrepreneurs.com et après à peu près 10 mois sur entrepreneurs.com où on l'a lancé officiellement en avril 2020. Fin 2020, on se dit ok, on va mettre en place un nouveau canal d'acquisition, un nouveau canal de rétention et de conversion pour justement pouvoir attribuer de manière plus stratégique le trafic dans nos bases de données et le travailler différemment et mieux le convertir, etc. Et donc augmenter la profitabilité du business, mais surtout pouvoir couvrir un champ d'action, un périmètre beaucoup plus large sur le marché parce qu'on avait un nom de domaine assez généraliste, entrepreneurs.com, et du coup, il nous fallait une nouvelle stratégie. Après réflexion, on se dit ok, on va faire un film. Donc là, je contacte Alex et je lui dis on a un projet d'ampleur, il faut que tu viennes chez moi. À l'époque, j'habitais à Londres, il faut que tu viennes chez moi à Londres pendant 1-2 semaines. On va tourner un film en plein Covid, on va trouver un studio cinéma, on va trouver des endroits, on va tourner dans la rue alors qu'à Londres où j'habitais, c'était hyper compliqué d'aller tourner et tout et autres. Et je dis par contre, il faut que tu viennes avec quelqu'un. Et du coup, il me dit pas de souci, j'ai un gars à La Réunion qui est vraiment trop chaud, il n'y a pas de problème. La veille ou l'avant-veille, il me dit bon, j'ai un problème, ce mec n'a plus de visa, plus de passeport et il ne peut pas prendre l'avion. Je suis tout seul. Je dis bah écoute, c'est pas mon problème. Hein. Moi j'ai besoin de 2 personnes, tu trouves une solution. Et finalement,
c'est assez drôle parce que tu étais du coup concurrent entre guillemets de Alex. Tu faisais la même activité, mais du coup vous n'aviez pas les mêmes clients. Vous étiez en mode freelance tous les deux, même si lui était en mode agence, mais plus en mode freelance quand même, de par sa structuration et l'ancienne structure qu'il avait. Mais et là, il me dit ouais, il y a un pote Cédric qui va venir. Ouais. Et j'ai cru littéralement que tu n'allais jamais arriver. Ah non, mais c'était une histoire, c'était un sketch. Donc du coup, pour l'histoire, Alexandre, je le connais depuis justement ce premier client que j'ai trouvé dans le groupe Facebook. Pourquoi? Parce qu'on travaillait tous les deux ensemble pour ce client. D'accord. Et du coup, on se connaissait via ce groupe Facebook et il m'avait formé à l'époque sur Photoshop pour les miniatures et tout. Okay. Et du coup, en 3-4 ans, on a continué à échanger, à développer nos trucs dans nos coins. Et au final, on s'est dit, mec, on a la même activité. Why not après, l'histoire s'ensuit. Mais effectivement, pour venir du coup à la création du film entrepreneur.com, en fait, moi j'habite de base en Alsace à Colmar. Et du coup, pour aller à Londres, je devais prendre 3 trains. Donc, je vais faire Colmar, Strasbourg, Strasbourg, Paris, Paris, Londres. Le jour J de venir, du coup, j'avais pris tous mes billets, tout était carré. Tempête de neige. 10 cm de neige sur la route. Avec ma voiture, j'avais pas de pneus neige, donc je suis allé à 10 km/h jusqu'à la gare comme ça. J'arrive à la gare, train annulé. Trop de neige. Là, j'envoie un message, je dis putain les gars, je suis désolé, il y a un truc trop de neige. Et en même temps, il y avait des trucs Covid en mode Londres, pour venir à Londres, il faut un visa, je sais pas quoi. Du coup, tu m'avais fait une attestation d'entreprise, je sais pas quoi, un truc vraiment bizarre, bancal. Et Alex avait des problèmes à l'aéroport, je crois. C'est ça? Ouais, c'est Il ça. avait des problèmes à l'aéroport et du coup, il a dû prendre le train lui aussi. Il avait un billet d'avion, on a dû prendre le train. Enfin, c'était. Du coup, là, je rentre de nouveau chez moi et je dis putain les gars, c'est chaud. Là, la neige, elle va pas partir en une journée, tu vois. Il y a tempête de neige et tout. Et là, le lendemain, je réessaye et là, ça passe. Donc, j'arrive jusqu'à Strasbourg. Strasbourg, il y a ma correspondance pour aller jusqu'à Paris. Donc, je prends le train de Strasbourg, c'est bon, ça passe. Et là, milieu de voie, milieu du trajet, le train il s'arrête. En pleine forêt, pareil, neige de ouf. Et en fait, coupure d'électricité, il y a un câble qui avait été coupé, du coup le train ne pouvait plus avancer. On est resté 6 ou 7 heures dans le train à attendre sans électricité, en ayant des couvertures de survie. Tu sais que je me souviens encore de cette couverture de survie. Ouais. Tu nous avais envoyé une photo. J'ai envoyé une vidéo, ouais. Je me ouais. suis dit, mais Alex, c'est la première fois que je vais le rencontrer, il va croire que je suis un mec qui scam ou je sais pas, je suis pas sérieux et tout. Et du coup, j'envoie les vidéos, machin, et finalement, j'arrive à 23h à Paris. Alors que j'étais parti à 11h ou un truc comme ça. Ah oui, puis tu avais mangé ce kebab. Exact. Et du coup, là, forcément, la SNCF nous rembourse, tu vois, des frais. J'avais eu, je crois, 300 ou 400 euros de compensation alors que ça m'avait coûté 100 euros. Donc, je prends un hôtel à côté. Et là, en fait, à l'époque, c'était Covid. Et du coup, les Deliveroo, à partir de 22h, les Uber Eats, ils stoppaient. Il n'y avait plus rien. Et c'était pas confinement, mais c'était la nuit, on n'avait pas le droit de sortir, quoi. Et du coup, là, je fais, ok, comment je mange? Je n'ai pas mangé depuis 11h du mat. Et au final, il y a le gars de l'hôtel qui avait une petite carte d'un kebab en voiture, un kebabier en voiture, qui me donne. Et du coup, le mec qui vient, j'ai dû payer, je crois, 25 euros parce qu'il ne prenait pas en dessous de 25 euros. J'ai dû prendre 3 sandwichs et tout. Enfin, bref. Et le lendemain, je réussis à prendre l'Eurostar sans problématique à la douane. Alléluia, pour arriver l'après-midi chez toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Et c'est important qu'on raconte cette histoire parce que le chemin était interminable et finalement, c'est dans cette même semaine, après des échanges, des discussions et autres, que vous avez créé Numadeo. C'est ça. Et c'est la première fois que je rencontrais aussi Alex. Ouais. Ah oui, la première fois que tu le rencontrais physiquement? Ouais. D'accord, ok, en plus. Donc ouais, c'est une accumulation de choses entre le hasard qui te demande à toi, parce que l'avant-veille, son caméraman qu'il avait choisi n'était plus disponible, que toi, malgré la tempête de neige, malgré le train en panne, malgré les annulations, malgré tout, tu viens quand même à Londres. Et puis le concours de circonstances que vous connaissiez, et ensuite vous créez Numadeo. Et justement, on va en parler un petit peu de Numadeo, parce qu'aujourd'hui, Numadeo, je ne sais pas si tu peux nous partager quelques chiffres ou quelques-uns de vos clients ou tout ce qui est en train d'être fait. Je ne saurais même pas le décrire tellement qu'il y a de choses en ce moment. Après 1 an et demi d'existence, c'est assez dingue. Ouais, Numadeo, du coup, ça c'est né en février 2021. Donc en janvier 2021, on a tourné entrepreneur.com. D'ailleurs, en 2 semaines, on a dû sortir le film. C'était une dinguerie, ça aussi. C'était chiant. Et du coup, février 2021, on crée Numadeo avec Alex.
Pourquoi on s'associe? Parce qu'en gros, lui, il avait vraiment la vision artistique, donc il est très très fort en montage et du coup, pour créer les images de marque des clients, c'était parfait. Et moi, j'ai plus la vision marketing, gestion, CEO, pour justement aller chercher des clients et aller trouver un positionnement unique sur son marché. Et du coup, on crée Numadeo. Premier mois, on est 2, deuxième mois, on est 4, troisième mois, on est 6, etc. Et en fait, on était dans la problématique de comment on fait pour délivrer nos clients sans perdre la satisfaction, plutôt que de trouver des clients. Parce qu'on avait un tel niveau de délivrabilité et de qualité que le bouche à oreille faisait son effet automatiquement. Et du coup, pendant plus d'un an, on n'a jamais mis en place un canal d'acquisition parce que on avait des referrals tous les mois, des nouveaux clients qui tombaient. En plus de ça, on actionnait des actions d'événements, donc aller à des événements, networker, etc., ce qui a amplifié également cette boule de neige. Et aussi vos clients historiques respectifs. Exact. Donc ça aide. C'est ça. On a cumulé nos bases clients, effectivement, ce qui a fait que dès le départ, on avait une inertie assez forte. Donc ça, c'était vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, août 2022, Numadeo, c'est quoi? C'est plus de 25 collaborateurs. C'est l'année dernière, donc de février à février, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Là, sur cette année, on est déjà à 500 000 euros, donc sur les 6 premiers mois d'activité. Des travaux avec des figures d'autorité sur leur marché, Yomi Denzel, Anthony Bourbon, Alec Henry, Hassan B, enfin énormément d'acteurs sur tous les marchés infopreneurs, leaders. Donc on a travaillé avec plein de personnes et on travaille encore avec ces personnes-là. Donc ouais, aujourd'hui on travaille avec énormément de leaders sur leur marché, dans l'infoproduit comme sur la startup. Dans l'infoproduit, des noms que vous connaissez sûrement, Yomi Denzel, Alec Henry, Hassan B, Pierre-Elliott Lallemand, enfin voilà, énormément de personnes qui sont aujourd'hui sur le marché de l'infopreneuriat dans tout type d'industrie, avec qui on a pu accompagner justement sur ces réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok pour leur développement. Et également, on s'implante de plus en plus dans le marché des startups, avec notamment une collaboration avec Anthony Bourbon dernièrement. Et notre objectif sur cette fin d'année, c'est de vraiment aller chercher ce marché-là, travailler avec des leaders dans ce marché-là et aller beaucoup plus aujourd'hui dans le corporate sur Numadeo et sortir un peu de Numadeo égale infopreneur. Non, on aimerait accompagner tout type de business à se développer sur les réseaux sociaux parce que c'est possible, on l'a déjà fait. Et il y a un énorme effet de levier à utiliser sur les réseaux sociaux. Donc voilà aujourd'hui ce que c'est Numadeo. Est-ce que tu veux d'autres infos peut-être? Ouais. Moi j'ai la chance d'être aussi d'une certaine façon à l'intérieur de la structure pour voir. Ouais, tu nous as accompagnés sur tout le développement de Numadeo, donc effectivement. Voilà, et du coup je vais en profiter de cette posture pour te poser des questions plus spécifiques parce que parfois on fait des choses, on met en place des choses qui paraissent anodines parce qu'on est au quotidien dans le truc. Mais pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est vraiment assez fou. Typiquement, la façon dont aujourd'hui tu as organisé, structuré tant l'onboarding client que les dashboards de suivi client, le pipe et tous les process autour du client, que ce soit ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas pour les équipes, pour que tous les engrenages fonctionnent parfaitement au niveau de Notion, au niveau de tout ce que tu as mis en place. Où est-ce que justement tu as appris ce genre de choses? Comment t'es venue l'idée de structurer les choses de cette façon-là? Est-ce que tu l'as fait seul, etc. Est-ce que tu peux le partager? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que, et c'est un feedback que tous les clients donnent ou la plupart, il y a un niveau d'exigence et presque d'excellence au niveau du suivi et du parcours client qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais toute agence devrait avoir ce type de structure. Ça se fait de plus en plus, notamment des fiches Notion avec des fiches clients, de suivi, etc. Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez poussé et ça vaut le coup, je pense, d'appuyer là-dessus. Tous mes concurrents, du coup, vont pouvoir me piquer tout ce qu'on a mis en place. Mais déjà, ce qu'il faut savoir par rapport à notre agence, c'est qu'on n'est pas une agence d'ADS. Donc aujourd'hui, quand un client nous demande ROI, c'est très difficile de calculer combien de ROI on va pouvoir lui rapporter parce qu'on va travailler sur une image de marque long terme et du développement inbound qui peut lui rapporter des milliers d'euros, mais en quelques mois. Et c'est très variable en fonction du marché, de l'audience, de l'angle d'attaque qu'on va prendre. Donc c'est très difficile aujourd'hui de donner de la data spécifique sur de la conversion ou de l'euro dans notre prestation de service. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir un niveau d'exigence super élevé quant à l'expérience client sur le développement de leurs réseaux sociaux, en tout cas sur l'organique. Donc c'est pour ça que de fil en aiguille, au fil des mois, on a mis en place énormément de choses pour améliorer cette expérience client. Et en fait, le constat de base, c'est OK, aujourd'hui je suis client Numadeo,
comment se passe ma journée, comment se passent les mois quand je travaille avec eux. Et en fait, je vais schématiser toutes les étapes qui va se passer pour quand Numadeo accompagne ce client. Donc, étape 1, appel de closing. Étape 2, signature du contrat. Étape 3, envoi du premier paiement. Étape 4, intégration dans le Slack, etc. etc. Et en fait, j'ai toutes les étapes qui sont mises sur un schéma, que ce soit dessiné ou sur un miro ou peu importe. Et après, tu dis, OK, ça c'est toutes mes étapes. Qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux systémiser? Qu'est-ce que je peux déléguer? Et là, on est passé à des onboardings qu'on faisait sur WhatsApp par vocal, à aujourd'hui des vidéos automatisées, personnalisées en fonction du produit et de l'accompagnement qu'il prend, avec des questionnaires super précis de positionnement marketing et des automatisations d'envoi d'accès Drive, d'accès Notion, d'accès Slack en un clic pour optimiser aujourd'hui l'expérience client et surtout fluidifier l'onboarding et le lancement d'une chaîne YouTube ou d'un autre réseau social. Et en fait, le fait de mettre en place toutes ces choses-là, de 1, l'expérience client est 10 000 fois améliorée parce que ce n'est pas parce que tu ne vas pas faire un appel de 4 heures pour lui expliquer ce que tu vas faire que le mec il va être insatisfait. Au contraire, parce que le fait de faire des vidéos justement personnalisées dans un beau cadre, en expliquant toutes les étapes, ça va changer de toutes les agences et il va justement être plus impressionné par ça que si on fait un appel de 3 heures boring en train de parler de trucs. Et le plus important, c'est qu'à la fin de cet appel, le mec il va se souvenir de rien de tout ce que tu lui as dit. C'est ça. Et Une des raisons pour laquelle le client travaille avec vous, c'est pour déléguer auprès de professionnels, gagner du temps, être sûr que ce soit bien fait. Et il s'en fiche de passer 3h30 au téléphone avec quelqu'un pour ne pas souvenir des informations. Et en plus de ça, ces 3 heures que tu passes au téléphone avec le client, plus tu as de clients, plus tu vas passer de 3 heures au téléphone à dire tout le temps la même chose. C'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc finalement, le fait d'automatiser est très très légitime et ça te fait gagner énormément de temps et ça te fait une expérience client qui est supérieure. Donc pourquoi ne pas l'appliquer? C'est ça, et souvent, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient mettre en place la même chose dans leur business, souvent le client va avoir tendance à penser que automatisation égale dégradation de la qualité parce que moins personnalisé. Mais finalement, si l'automatisation est bien pensée, bien réfléchie, précise, permet de disposer de toutes les informations, de s'assurer qu'on dispose vraiment des bonnes informations et qu'on n'a manqué aucune des étapes parce qu'il y a eu un vrai travail de réflexion en amont grâce à la data, grâce à des années d'expérience, grâce à des dizaines de clients d'expérience derrière, c'est justement le contraire. C'est la garantie que toutes les cases sont cochées et que les standards d'excellence et d'exigence pour chaque client quel qu'il soit comment dirais-je, est validé, quoi. Et c'est très important de le comprendre pour ensuite pouvoir le faire comprendre à vos clients derrière, quel que soit le type de business que vous avez quand vous faites de l'accompagnement. Un autre exemple que je peux donner justement sur cette automatisation ou sur les automatisations qu'on a pu mettre en place. Par exemple, quand on justement produisait des vidéos, soit pour YouTube, Instagram, etc., forcément, tu as une liste de vidéos. Et au lieu d'envoyer un message sur WhatsApp ou dans le canal Slack, la vidéo Intel est prête, voilà, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, voici le lien, machin. Et au vu des volumes qu'on faisait, faire ça H24, il faudrait employer quelqu'un pour faire ça H24. Non, on a justement automatisé tout ça en liant un ClickUp, donc un CRM de gestion client, avec MessageBird, donc qui est un outil pour envoyer des SMS. Et en gros, dès qu'une tâche vidéo est passée en fait ou en fonction des statuts qu'on a mis en place, ça va automatiquement envoyer un SMS comme Amazon au client pour lui dire la vidéo Intel est prête, elle est disponible sur le Drive, voici le lien, tac, et tout est automatisé. Et le mec, les premiers mois, quand il reçoit ces SMS, il se dit mais what the fuck, genre c'est incroyable. Et du coup, ça, c'est aussi une voie pour systémiser, automatiser tes process pour augmenter l'expérience client, la satisfaction client, tout en te faisant gagner énormément de temps. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir avec toi, c'est que donc, la société, elle est à Londres, la plupart des clients sont en francophonie. Aujourd'hui, vous avez aussi des clients à l'international, sur le marché anglophone. Il y a pas mal de choses qui se passent et c'est le top. Vous avez aussi vécu à Dubaï avec l'équipe Core Team, on va dire, entre Hugo, Alex et toi. Et du coup, Dubaï a offert certaines opportunités de manière indirecte. Mais mine de rien, des gens qui habitent à Dubaï, il y en a plein. Des opportunités, il y en a plein. Mais des gens qui savent les saisir au bon moment de la bonne façon, il n'y en a pas énormément.
Vous avez pu notamment faire des vidéos pour la crime, vous avez pu aussi capturer des vidéos avec Booba, Caris, sauf Non, erreur. pas Caris. Pas Caris. Kobalade, Maes, Maes, Inox, Inox Tag, Michou, Michou, ouais. d'autres aussi dont j'ai plus en tête. Comment ça a été possible? C'est assez fou et ça, c'est la puissance en fait de la qualité de ton travail, la position géographique et le réseau. En fait, c'est ces 3 variables-là qui sont super importantes dans tout type de business, je pense. Si tu as les 3, tu es sûr de faire des miracles, des étoiles. C'est vraiment super puissant. Pour expliquer un peu une collaboration, comment ça s'est passé avec la crime, c'est un peu comme ça s'est passé entre nous. C'est un concours de circonstances, boule de neige, qui a fait que, en fait, au départ, on était censé venir une semaine à Dubaï avec toi justement pour faire du contenu. Le fait est que tu as connu Samba qui lui était, t'as connu parce qu'il a osé aller parler à Julien Musi, il me semble, à l'époque. Oui, et parce que justement il était allé oser dans le mall lui parler, et vous avez pu échanger entre vous et du coup créer ce lien pour nous mettre en relation. Samba, du coup on parle avec lui, on échange avec lui, je fais des appels avec lui, bam, il veut lancer aussi sa chaîne YouTube, du coup on extend encore d'une semaine notre séjour à Dubaï pour créer du contenu pour Samba. On a fait une semaine de tournage, en gros en une semaine de tournage on a fait 8 mois de contenu, C'était assez fou. Et en fait Samba connaît un influenceur qui, lui, faisait des partenariats avec des artistes. Cet influenceur-là, pareil, on est mis en relation par Samba, on échange avec lui, on fait des appels, on se rencontre, machin. Il veut aussi lancer sa chaîne YouTube. Let's go, on extend encore de 2 semaines notre séjour à Dubaï pour produire du contenu pour cet influenceur-là. Coup du sort, cet influenceur-là fait un placement de produit en story avec la crime sur Dubaï. Et bien là, vu qu'on filmait un vlog à ce moment-là avec lui, on lui dit vas-y viens, on va filmer cette scène-là, ça va être trop cool. Du coup, on va sur place filmer la scène entre l'influenceur et la crime. On filme la scène, bam bam bam, et là on commence. C'est Hugo du coup à l'époque qui allait tourner, et du coup il échange avec la crime. Ils échangent, il lui montre un peu ce qu'on fait. Il ose aller lui parler, alors que c'est quand même une figure d'autorité assez puissante. Ça peut intimider certaines personnes. Il ose présenter le travail et au final il arrive à prendre le contact de son agent. Et là, les semaines passent, il y a des petits messages qui sont échangés de droite à gauche. Et finalement, quelques mois après, la crime directement recontacte Hugo pour lui dire voilà, je lance mon nouvel album. Est-ce que tu veux venir filmer le lancement de cet album pour faire une série sur YouTube? Let's go. Et du coup, il est parti 2 semaines vivre avec la crime pour filmer la série Persona non grata qui est sur YouTube, une série de 4 épisodes de vlog incroyable. Ouais. Et je vous invite à aller regarder cette série de 4 épisodes parce que franchement, qu'on aime ou pas le rap, qu'on aime ou pas le personnage, c'est quand même une aventure, c'est incroyable et ça met en valeur tout le travail qu'il y a autour et tout cet univers. Et moi, franchement, j'ai adoré. Et finalement, ce qu'on en retire, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est un concours de circonstances cumulées qui fait que tu es là, tu es apte, tu prends part aux opportunités, tu sais les saisir. Et vous êtes aussi extrêmement bon, certes, oui, mais aussi volontaire. C'est-à-dire que c'est énorme, vous provoquez les opportunités, c'est énormément de travail. Des gens qui font de la vidéo, il y en a beaucoup, mais des gens qui sont force de proposition comme ça, qui mettent en place les actions pour et qui vont se donner les moyens d'eux, il y en a moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Et c'est vraiment une accumulation de choses. Et finalement, c'est également mon cas. Si j'ai pu grimper aussi rapidement, faire autant de séminaires par exemple en 2019, c'est que je provoquais les opportunités. Je rencontrais énormément de gens, je connectais avec eux, je proposais les choses, les forces de proposition, je créais des concours de circonstances qui fait que les opportunités se manifestaient à moi, je les saisissais, je les amplifiais. Et du coup après ça permet de faire des choses relativement intéressantes. Je peux donner un conseil justement pour trouver vos clients. Il faut que vous vous mettiez à la place de ces clients et que vous vous dites où est-ce que j'aime aller, où est-ce que j'aime passer du temps. En l'occurrence, si je peux donner un exemple, on est allé à un événement d'infopreneurs où ça coûtait 250 € par personne la place. On a pris 2 places avec Hugo. On y est allé en juin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a closé entre 5 et 10 contrats, ce qui nous a rapporté entre 30 000 et 40 000 € par mois, alors que ça nous a coûté 250 €. Le coût d'acquisition est très bas. C'est très bas. C'est plutôt un bon ROI. Et en plus, vous avez passé un bon moment, rencontré des gens sympas, appris des choses. Donc c'est parfait. Et effectivement, je te rejoins. Et rien n'est plus fort que le réseau, le networking, l'échange. Et tu l'as dit. Prestataire de service, c'est hyper important. C'est hyper important. Et tu l'as dit aussi, oser.
oser. Et en plus, moi je suis un ancien timide, tu es un ancien timide, tu vois, tu l'as raconté juste avant. À la base, Hugo, moi, je travaille aussi beaucoup avec lui, j'échange beaucoup sur certaines choses, etc. Ce n'est pas forcément la personne la plus à la base confiante, extravertie et autres non plus. Donc ça demande un vrai travail. Finalement, si tu es quelqu'un d'extrêmement extraverti, confiant, bon vendeur et autres, tu n'as pas d'excuse. Mais si tu ne l'es pas, tu n'as pas d'excuse non plus. On en est la preuve ici. Donc c'est très important de poser le contexte. Je vais venir également sur un point. Donc, maintenant, Numadeo, comme tu l'as dit, il y a pas mal de clients, il y a énormément de process, ça tourne très bien, il y a de la croissance. Là encore, on est en août, fin août. Le mois de septembre, ça va être un mois record. Octobre, novembre, décembre, ça va être fou également. Avec, le Q4 va être vraiment dingue avec toutes les choses qui ont été mises en place. Et qui sont pas encore mises en place. Et certaines qui sont en train d'être mises en place également. Voilà, rester connecté et regarder ce qui se passe sur Numadeo, ça va être très intéressant. Mais aussi, du coup, tu lances une nouvelle activité avec Agenceo. Et j'ai envie vraiment qu'on puisse en parler là-dessus parce que la plupart des gens peut-être qui nous regardent se disent « Wow, Cédric, il a vraiment des choses à partager. Il sait comment structurer un business, il sait comment l'organiser, il sait comment aussi recruter, choisir les bons collaborateurs. Il y a eu beaucoup de turnover dans Numadeo, il se passait beaucoup de choses. Ça offre beaucoup de leçons, des leçons qui coûtent cher parfois. Et si vous pouvez en faire l'économie, faites-le, tant pour le temps que pour l'argent. Et que derrière le coût d'opportunité qui est considérable. Qu'est-ce qui a fait que tu as… Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Agenceo et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie justement de lancer cette nouvelle activité? Si on devait partager sur ce podcast aujourd'hui tout ce que j'ai pu mettre en place sur Numadeo ou ce qu'on a pu mettre en place sur Numadeo, on a un podcast de 10 heures. Donc là on va très rapidement sur les points et on essaye de partager quelques golden nuggets sur certains sujets. Mais c'est très difficile d'aller vraiment deep sur tous les sujets, que ce soit acquisition, mise en place de process, recrutement, vision, closing, enfin voilà, la totalité de l'écosystème qui peut te permettre aujourd'hui de créer une agence qui crée du cash, parce qu'aujourd'hui le business plan d'agence, le business model d'agence, c'est un business à cash flow. Et du coup, c'est très difficile d'aborder tous ces points. Et du coup, en fait, quand je networkais avec plusieurs personnes qui ont justement des agences ou qui sont freelance, qui ont prestataire de services, je remarquais des patterns sur des problématiques que j'ai eues il y a plusieurs mois, voire un an ou un an et demi auparavant. Et à chaque fois, j'arrivais à résoudre leurs problématiques par rapport à l'expérience que j'ai pu accumuler et à tout ce que j'ai pu mettre en place et tester sur Numadeo. Il faut savoir que j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros à essayer de mettre en place des choses sur Numadeo qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ont fonctionné. Et tout ça, ça permet d'avoir un recul aujourd'hui sur la mise en place d'un business d'agence et de savoir directement quelles sont les bonnes pratiques par rapport au marché, par rapport à la cible, par rapport au positionnement, etc. Donc du coup, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que je kiffais aider ces personnes-là, comme on discute actuellement, mais ça manquait de structuration. Et certes, on échangeait avec ces personnes-là pendant 1 heure, mais à la fin, ils avaient vaguement les souvenirs de tout ce qu'on a pu échanger, mais ils n'avaient pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, surtout que c'est des choses qui se mettent en place sur plusieurs semaines. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que j'aimerais bien lancer un accompagnement du coup via Agenceo, Numadeo, Agenceo, d'autres projets en EO qui arrivent aussi. Mais du coup, pour aider les freelances ou responsables, chefs d'entreprise, d'agence à scaler leur activité sur tous les aspects pour créer une agence qui va générer le million de chiffres d'affaires par an, voire plus, en tout cas avoir toutes les armes pour aller chercher du 7 chiffres par an, entre guillemets assez facilement si vous mettez vraiment tout en place. Donc c'est ça ce qui m'a poussé à faire ça et surtout accompagner ces personnes-là, pas via une formation en ligne où il y a des vidéos sur un espace membre et tu vas les regarder une fois tous les 10 ans. Non, vraiment un accompagnement coaching personnalisé, adapté par rapport à ce que tu vas proposer comme prestation de service, avec chaque semaine des thématiques de coaching en échange via Zoom ou quoi, plus à la fin de ces coachings-là, une liste de to-do list à faire concrètement. Cette semaine, tu vas mettre en place ça. Et la semaine prochaine, on regarde où tu en es et on ajuste en fonction de ce que tu as mis en place. Et pour avoir vraiment aujourd'hui un système copier-coller que tu peux implémenter dans ton agence, personnalisé aussi parce que via du coup ces coachings en live, moi de mon côté, je vais aussi faire mes recherches pendant les semaines entre les coachings pour adapter justement le cursus de formation entre guillemets pour être certain d'aller chercher les chiffres du coup que j'ai annoncés.
Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé vraiment à lancer ça. Et pour avoir lancé ça il y a maintenant 2 semaines, j'ai déjà du coup les premières personnes en appel et les premières personnes qui ont signé chez Agence SEO. Et je peux définitivement dire que c'est quelque chose qui me passionne. Et avoir justement cette gymnastique intellectuelle de pouvoir moduler des actions concrètes de business pour aider les personnes à scaler, c'est magnifique. Tu vois. Quand tu as les retours clients par rapport à ça, même sur Numadeo, on a des retours exceptionnels. Mais sur de la mise en place business comme ça, c'est aussi quelque chose qui me fait dire « Ah ouais, c'est trop cool. » quoi. Je peux que confirmer parce que, je le fais aussi, mais d'une façon différente, avec des business plus traditionnels ou sur d'autres niveaux, etc. Et ce depuis des années, notamment avec Amine ou au travers de nos différentes structures, etc. Mais deux, surtout parce que je t'ai vu le préparer. Je t'ai vu le préparer, tu m'envoyais, alors tiens, vas-y. Tu disais, purée, j'ai pas envie de venir en soirée là, je suis en train de bosser, machin. Il me disait, putain, t'es chiant, vas-y, viens là. C'est ça, c'est ça. Mais outre ces éléments, effectivement, c'est vrai que c'est un niveau d'accompagnement qui est assez poussé, où là aussi, tu as mis en place ces éléments structurels, organisationnels, Notion et autres, assez intéressants. Donc ouais, je pense que là aussi, il faut suivre ce qui va se passer. J'ai appliqué la même stratégie que j'ai appliquée à mon lancement. Je ne me suis pas formé avant en mode comment être un bon consultant. Non, d'abord, j'ai vendu et j'ai préparé le MVP. Et là, je suis en train de modéliser ce produit en même temps que j'accompagne les clients. C'est ça. Mais même avec cette philosophie, j'ai quand même dû te pousser un peu. Ouais, c'est vrai. J'étais quand même en mode je veux le truc parfait, machin, mais j'ai dit vas-y, maintenant j'annonce public et on voit ce que ça donne. C'est ça. Et voilà quoi. Non, c'est le top, vraiment super. Et un autre point justement, si on revient sur l'expérience que tu as pu accumuler, avant que tu puisses nous partager un dernier golden nugget, un dernier tips de ton choix, c'est toute la partie recrutement. Ouais. Quand on a une agence, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du copywriting, de la vidéo, de la photo, du funnel building, du marketing, peu importe, même une agence traditionnelle type agence immobilière ou n'importe quelle structure, faut savoir que finalement, une des ressources la plus précieuse de ce type de business, c'est la ressource humaine, c'est les talents. Du coup, des talents, c'est pas facile à trouver parce que du coup, ils sont convoités. Deux, ils vont aller là où les opportunités sont les meilleures parce que ce sont des gens qui ont conscience en général de leur qualité. Trois, peut-être certains vont vouloir se lancer eux-mêmes dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne l'ont pas encore fait et se disent que c'est facile ou parce qu'ils ont cette volonté ou parce qu'il y a plein de variables qu'il faut prendre en compte. 4, elles ont conscience de tout ça, donc elles demandent une certaine rémunération qui est parfois supérieure à la moyenne. Et donc, quand on lance une agence au début, c'est compliqué. C'est très compliqué, donc il faut pouvoir se permettre de les payer, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui cumulés. 5, on ne sait pas où les trouver. Il faut un réseau peut-être, il faut les former soi-même, il faut payer très cher de l'acquisition pour mettre en place des systèmes. Enfin, plein de questions, tu vois, que ok, j'ai les réponses, maintenant tu as les réponses, mais ceux qui nous écoutent n'ont pas les réponses. Concrètement, voilà, vous êtes aujourd'hui 25, il y a eu pas mal de turnover. On peut dire que les 25, c'est vraiment des personnes toutes engagées, motivées, talentueuses et j'en connais une bonne partie et je peux que le confirmer. On a aussi des responsables de pôle, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour qu'aujourd'hui ce soit structuré comme ça et qu'on puisse au travers de ce podcast donner l'impression aux gens que c'est facile, c'est fluide, c'est smooth. Mais ça ne l'est pas réellement. Il ne faut pas penser qu'on claque des doigts et boum, on a un business. Non, ce n'est pas comme ça. Ça prend du temps. Quelles seraient les quelques clés d'expérience que tu as eues qui expliqueraient justement comment tu as mis ça en place? J'essaie de simplifier au maximum parce que pareil, on aurait 2 heures juste à parler de recrutement. Mais en gros, déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas recruter des copies de soi-même et il ne faut pas recruter des personnes moins bonnes que soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les monteurs qui sont dans Numadeo ont un niveau qui est extrêmement supérieur au mien que quand j'étais dans l'opérationnel. Pareil sur le filmmaking, le tournage, on a des personnes qui sont extrêmement compétentes, qui sont plus compétentes que nous dans le tournage. Pareil dans la gestion de chef de projet, on a une personne qui est incroyable en termes de gestion et qui est meilleure que moi. Donc le plus important, ça va être de trouver des personnes meilleures que vous sur les domaines de recrutement où vous recrutez, de façon à ce que l'expérience client, pareil comme d'habitude, soit surélevée.
Ensuite, sur la partie comment trouver ces personnes-là, c'est la même chose que les clients. Il faut se dire où est-ce que ces personnes aiment passer du temps, où est-ce que ces personnes ont des passions, des choses comme ça, où est-ce qu'elles se trouvent ces personnes. Exemple, sur du montage vidéo, tu ne vas pas trouver un monteur vidéo sur Indeed ou sur LinkedIn. On va trouver des monteurs vidéo sur Discord, sur Twitter. C'est là où la communauté montage vidéo, qui sont aujourd'hui des personnes qui sont attirées par exemple, le gaming, qui sont des personnes qui utilisent beaucoup ces réseaux sociaux-là, c'est là où on va trouver des pépites, des mecs qui font des dingueries, qui font des montages, par exemple sur des vidéos gaming, ils mettent 4-5 jours à faire une vidéo pour en général une rémunération assez basse. C'est là où tu vas trouver des talents qui peuvent être débauchés pour justement faire adhérer à la vision de ton agence et focus long terme et trouver des personnes qui vont faire de l'opérationnel super high level. Donc ça, c'est super important. Également sur le recrutement aussi, quelque chose que Amine m'a partagé, qui je trouvais trop vrai et qui résonne à chaque fois maintenant dès que je fais quelque chose, c'est que quand vous faites une action en tant que CEO, c'est jamais comment, c'est jamais quoi, c'est jamais de quelle façon, c'est qui. Qui va faire cette action? C'est toujours une question de qui. Et ça a complètement changé ma vision parce qu'auparavant, dès qu'on voulait lancer une nouvelle verticale, un nouveau produit, j'allais me taper le copywriting, j'allais me taper la création du tunnel de vente, le système d'acquisition. Depuis que j'ai mis en place qui, c'est recruter des personnes ou des prestataires qui sont meilleurs que toi pour faire le copywriting, pour faire les tunnels de vente, pour créer la tâche que tu aurais toi à faire. Et au final, tu vas avoir des résultats qui sont 10x parce qu'aujourd'hui, ces personnes sont 10 fois meilleures que toi. C'est ça. Donc, c'est super important aujourd'hui le recrutement. Je pense que c'est l'une des variables, je crois sûrement la variable la plus importante qui fait que Numadeo aujourd'hui est ce qu'il est actuellement. Je suis super fier de toutes les personnes qu'on a dans l'agence. Vraiment, si je peux partir pendant 2 semaines, je suis sûr qu'elle tournera toujours l'agence et qu'il n'y aura aucun problème. Et ça vient avec le temps. Ouais. Aussi, quelque chose qu'Amine m'a dit que j'aime beaucoup, il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des mauvais managers. Donc, si aujourd'hui vous avez une personne dans votre équipe qui fait mal le taf, certes, il y a peut-être sous quelques semaines moyen de la remercier, mais d'abord remettez-vous vous en question, remettez-vous vous votre manière de manager. Est-ce que c'est un profil de type plus résultat, de type plus managérial? Adaptez votre management par rapport au profil de cette personne-là pour justement exploiter le plein potentiel de du profil que vous avez recruté et être vraiment certain que non, ce n'est pas un problème, d'éducation, c'est un problème de personnel et vraiment ça ne fit pas, ou si c'est juste un problème d'éducation comme je l'ai partagé à l'instant. Ouais, je peux que confirmer ça parce que moi-même, dans tous les projets, dans toutes les structures, etc., si tout ça est possible, c'est grâce aux ressources humaines, c'est grâce aux personnes qui font justement les choses. Et toi, tu dois en tant que CEO être là sur la partie stratégie, la partie vision, la partie un chef d'orchestre finalement qui va coordonner tous ces éléments, qui va superviser. Et un point très important aussi, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire qu'il faut constamment aussi être connecté à la chose. Ceux qui vous disent tu peux partir pendant 6 mois ou ne plus du tout regarder tout ce qui se passe, etc. Jamais. J'ai jamais vu aucun business faire ça, jamais vu aucun entrepreneur faire ça sur le long terme. Sur 2-3 semaines comme tu le cites, etc. Oui, bien sûr, ça peut durer, ça peut tenir, ça peut même croître, il n'y a pas de problème. Mais sur du très long terme, il faut savoir que c'est vous qui restez maître à bord des commandes et qui supervisez les choses. Que ce soit… Il faut recruter un CEO. Ou alors, il faut recruter un CEO, effectivement, mais même dans ces cas-là, il faut quand même faire une réunion hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle pour pouvoir t'assurer que les choses se passent bien. Sinon, effectivement, et moi je l'ai souvent vu, quand il y a des changements de direction, quand il y a des fusions, acquisitions avec des grosses structures, les choses changent, la vision change, les individus changent. Du coup, il y a une moins bonne cohésion, il y a une moins bonne fluidité entre les actions, la cohérence de la vision des actions et donc des résultats derrière. Et ça diminue soit la croissance, soit les performances existantes. Ouais. C'est vraiment important justement de voir la chose comme ça et de mettre en place ce type de choses. On arrive bientôt au terme de cet échange. On aurait pu parler des heures et pourtant on se côtoie quasi quotidiennement. Là encore, pour la petite histoire, on est en vacances ici à Bali, même si je repars déjà demain soir à Dubaï pour retourner au charbon.
travailler. Et toi, tu vas peut-être même t'installer ici. Donc, On verra, ouais, à on est voir, en hein. train de tester. Hein. Yes, en tout cas, c'est un magnifique endroit. Je comprends mieux pourquoi il y a autant de digital nomades ou d'entrepreneurs qui viennent ici, même si pour moi, c'est trop un mood de vacances. Moi, j'ai besoin. C'est ça, ça dépend des personnes. Toi, tu arrives vraiment à être focus et bien travailler et autres. Moi, à contrario, j'ai besoin d'avoir un cadre de travail calme, des bureaux, cette énergie créatrice qui te pousse vers l'avant, comme j'ai senti ça à Londres ou à Dubaï. J'ai envie maintenant de te vraiment donner carte blanche sur le podcast. Imagine que c'est ton podcast, tu es chez toi et tu t'adresses vraiment à ton audience ou à toi qui regardais peut-être des podcasts ou des vidéos à l'époque quand tu disais voilà, j'étais dans mon lit, je regardais Franck Nicolas ou d'autres et tu regardes un entrepreneur là, qui a le succès que tu as envie d'avoir et qui t'inspire. Quels seraient le ou les conseils vraiment que tu n'as pas partagé encore dans ce podcast qui pourrait faire une grosse différence, qui pourrait créer un déclic peut-être chez les personnes qui nous écoutent. Fais-toi plaisir. Merci pour ce champ libre. Il y a une chose que j'aimerais partager, que moi j'ai regretté ne pas avoir fait dès que je me suis lancé, c'est construire son personal branding. Moi j'étais justement dans l'optique, ah ça y est, je suis l'homme de l'ombre, il n'y a pas besoin de construire une image, je vais trouver des clients vraiment de façon agence, image de marque agence. En fait, je me suis rendu compte dernièrement qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est quelque chose d'essentiel pour faire de la croissance. Donc, si aujourd'hui, vous avez l'idée de lancer un e-com, enfin vraiment peu importe le domaine, hein, tous les domaines, lancez aussi à côté votre personal branding parce que ça peut que vous apporter du bénéfice. Si vous construisez votre personal branding, ça va vous permettre de créer des opportunités, de créer des relations, de créer des closings, de pouvoir avoir accès à des cercles de personnes que vous n'auriez pas accès si vous n'avez pas créé ce personal branding. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, j'essaie de rattraper les pots cassés en lançant du coup mon personal branding par rapport à ça. Et c'est même pas dans une optique de closing ou quoi, c'est vraiment dans une optique de créer des relations et créer un environnement aujourd'hui et toucher des personnes que je ne pourrais pas toucher sans ce personal branding. Donc c'est hyper important et j'ai lu dernièrement le livre de Guillaume Moubèche et l'un des succès de Lemlist, ça a été justement le fait qu'il ait créé et qu'il ait amplifié son personal branding. Et si on voit aujourd'hui tous les CEO de start-up, de grosses boîtes, etc., ils ont tous un personal branding qui est aujourd'hui établi et qui amène du succès. Pareil, par exemple, Anthony Bourbon, sans lui, Feed, ça n'a pas la même ampleur que sans son personal branding, sans son histoire forte qu'il y a derrière. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et en fait, le fait de créer ce personal branding, ça va aussi vous permettre d'avoir des early adopters, des personnes où vous pourrez tester votre produit. Justement, quand je partageais au départ qu'il va falloir d'abord vendre avant de construire son produit, si vous construisez votre personal branding et que vous avez que ce soit une dizaine ou une centaine de followers, vraiment peu de followers, ça suffit, vous allez pouvoir avoir des early adopters qui tester votre solution. Par exemple, sur Lemlist, Guillaume, il a lancé justement des posts sur LinkedIn et il a pu avoir des early adopters pour tester sa solution, être certain que la solution qu'il a créée règle un problème sur le marché pour ensuite aller vraiment lancer des grosses actions d'acquisition et être certain de taper dans le mille et pas dépenser des milliers d'euros pour rien. Donc pour moi, le personal branding aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit via Instagram, via YouTube, via TikTok. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur TikTok et Instagram via les contenus verticaux. D'où aussi le lancement d'une nouvelle offre sur Numadeo par rapport à ça. Et je pense que, entre guillemets, c'est très facile aujourd'hui de créer ce FOMO et cette attraction autour d'un personal branding en utilisant ces leviers-là parce que les algorithmes et la puissance de ces réseaux nous offrent en fait un boulevard sur lequel se développer. Il faut juste tester. Je parlais encore avec un certain proche qui voulait aussi se lancer dans le personal branding, mais il ne trouvait pas son positionnement. Oh non, je veux plutôt faire coach muscu. Ah non, je veux plutôt faire business, machin. Je dis, mais teste. Fais un batch de 5-10 vidéos sur les deux sujets. Teste et tu regardes comment le marché répond. Aussi, teste, ça va te permettre de voir, en fait, non, je préfère faire des contenus muscu. Ah non, je préfère faire du contenu business, là où tu es le plus à l'aise. Tester, vraiment, c'est le plus important. On le dit souvent et on le prend à la légère, vu qu'on le dit tellement souvent, le plus important, c'est de se lancer. Et je pense que c'est vraiment véridique, c'est essayer, n'ayez pas honte. Si aujourd'hui des personnes vont vous critiquer sans faire des critiques constructives, c'est que ces personnes sont très souvent jalouses ou
ne voient pas le potentiel qu'il y a derrière, n'ont pas la vision entrepreneuriale qu'il y a derrière. Donc c'est juste des personnes toxiques qu'il ne faut pas prendre en compte et continuer à rester focus. Entourez-vous de personnes qui sont dans le même moule que vous, qui veulent croître, qui sont meilleurs que vous pour avoir des feedbacks justement par rapport à ce que vous faites et développer aujourd'hui la vie que vous voulez avoir sans rester coincé dans la vie que vous êtes actuellement, quoi. Je pense que c'est… Non, je te rejoins à 200%. Je te rejoins à 200% et je vais même ajouter un point, c'est que moi, le personal branding, je l'ai vu, ça a considérablement, ça a bouleversé mon existence, tant sur mon identité que sur les opportunités qui se sont créées. La quasi-intégralité des opportunités, que ce soit d'accompagnement, de business, d'entrée en capital ou même dans de nouvelles industries que j'ai pu découvrir. Encore récemment, travailler avec une boîte cotée dans une industrie toute nouvelle, etc. C'est uniquement issu de mon personal branding grâce à des rencontres, etc. Donc tout ça n'aurait pas été possible sans ça. Deuxième point, prenons un exemple concret. Pourquoi est-ce que je lance le podcast ? C'est non pas dans une démarche de vouloir convertir ou vendre, c'est surtout et avant tout pour partager, pour rencontrer de nouvelles personnes, continuer à amplifier ce personal branding dans ce sens. Et justement, après, derrière, si tu veux, ça vient créer des opportunités parce que tu connais telle ou telle personne. Et tout ça, c'est lié au personal branding. Aujourd'hui, mon réseau a vraiment une valeur énorme et peut me permettre… C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et un petit point également pour celles et ceux qui se diraient oui, mais moi je démarre, je me lance, je ne suis pas légitime, il y a déjà tellement de personnes qui sont peut-être plus légitimes que moi ou autres. Moi je serais vous, imaginons tu lances ta boîte ou tu lances une activité, tu sais exactement ce que tu veux faire et tu te dis je dois créer un personal branding à côté, mais je n'ai pas envie de donner des conseils en pensant que je suis un grand gourou et que j'ai la science infuse. Tu as juste à faire un reportage de ton quotidien sous forme de vlog ou autre et tu fais un reportage semaine par semaine ou mois par mois sur YouTube ou le réseau de ton choix ou les réseaux de ton choix de l'individu que tu es, de ton business, de ton projet. Certains le font. Tu as cité quelques noms avant, il y en a plein d'autres qui justement utilisent… Milliers de concepts aujourd'hui sur TikTok, incroyable. sur Insta, des trucs de fous qui font des milliers de likes, de conversions. Le potentiel est dingue. Ouais. Aujourd'hui, le potentiel est dingue. La seule limite, c'est ton imagination et comment tu vas faire ton contenu, quoi. C'est ça, exactement. Et ouais, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à maintenant que vous avez tous les éléments. Je pense qu'on a fait le tour. On a partagé énormément de choses. Merci pour ton temps. Merci à toi pour l'opportunité. Écoute, avec plaisir, vraiment. Et c'est mérité encore une fois. J'avais bien perçu et raison de t'inviter ici et je savais que tu allais partager énormément de choses et je sais que tu as encore énormément de choses à partager. Peut-être que tu reviendras sur le podcast dans quelques années. J'espère. Et en tout cas, c'est vraiment le top. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore Cédric. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast. Très important. Le like, le partage, très important. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Alec. Merci.